Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans ce nouveau panorama, on va parler de plusieurs choses. On va d'abord revenir sur la marche qui a eu lieu dimanche dernier, marche dite contre l'antisémitisme et qui était en fait une marche de jonction entre la droite et l'extrême droite. On va revenir évidemment sur la situation à Gaza et en Cisjordanie, en Palestine, et sur la position d'Emmanuel Macron qui a fait un revirement très fort ce week-end qui est dramatique pour la voix de la France. On va évidemment parler de la précarité des Français et des Françaises et de la vie parlementaire avec l'autoritarisme de Macron et son gouvernement. Et puis, on parlera aussi, parce qu'il faut des bonnes nouvelles, de victoires qu'on a obtenues cette semaine, dont je vous en parlerai juste après. Et puis, évidemment, de la date que vous ne devez pas oublier, qui est la marche du 18 novembre. Samedi, on marche toutes et tous pour la paix. Générique. Alors on commence sur la marche qui a eu lieu dimanche, dont tous les médias vous ont expliqué qu'elle était un énorme succès. Normalement, dans une marche dans laquelle on parle de la lutte contre l'antisémitisme, je rappelle que nous, humanistes, luttons contre l'antisémitisme et contre toutes les formes de racisme, parce que la base de l'humanisme, c'est de rappeler l'égalité entre les êtres humains, quelle que soit leur religion, leur couleur de peau, leur genre ou leur orientation sexuelle. Donc normalement, cette initiative aurait dû être un grand moment dans notre nation pour réaffirmer que nous refusons qu'on trie les Français selon leur religion. Ce n'a pas du tout été ça. Et d'ailleurs, si vous regardez, c'est Alain Duhamel lui-même qui explique que c'est un échec, puisque quelques jours avant la marche, il expliquait que si, par hypothèse, il y a 30 000 personnes dimanche, c'est une catastrophe. Bien sûr. S'il y en a 100 000, c'est un échec. Or, il y a eu, d'après les chiffres qui ont été donnés, 105 000 personnes seulement à Paris. Je dis seulement parce que les initiateurs, Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, et Gérard Larcher, président du Sénat, n'ont pas permis qu'il y ait une grande unité nationale contre l'antisémitisme et toutes les formes de racisme. En fait, cette marche n'a pas été une marche contre l'antisémitisme, elle a été une marche de jonction entre la droite et l'extrême droite, et en refusant d'exclure l'extrême droite, alors que je vous expliquais déjà la semaine dernière que l'extrême droite continue à propager des idées antisémites dans ce pays, eh bien, ils n'ont pas permis qu'il y ait une grande unité du peuple français sur un sujet qui nous concerne pourtant toutes et tous. Et dans cette marche, s'est passé exactement ce que nous avions prédit. C'est-à-dire que vous avez eu Éric Zemmour qui est arrivé acclamé en expliquant que l'antisémitisme venait du, je cite, danger de l'immigration venue des contrées musulmanes, donc en pointant directement nos concitoyens et concitoyennes de confession musulmane, que la LDJ, qui est une organisation dont je rappelle qu'elle est considérée comme terroriste par le FBI aux États-Unis, connue pour des faits récurrents de violence, a agressé notamment des militants pour la paix. Je vous en donne un homme qui passait en vélo, qui est petit-fils de déporté, qui voit Marine Le Pen et qui a été lynché au sol parce qu'il a crié « Dégage Marine Le Pen » au moment où il passait à côté de la manifestation. De même qu'une personne qui a crié « Free Palestine » dans la manifestation, c'est elle aussi fait violemment tabasser. Surtout, cette même LDJ a passé la manifestation à dire des choses, à crier des appels au meurtre, comme Mélenchon, salaud, les Juifs auront ta peau, ou LFI, salaud, les Juifs auront ta peau, ou même Emmanuel Macron, on va revenir dessus, salaud, les Juifs auront ta peau. Je vais vous expliquer pourquoi ils ont fait ça. Et on trouvait dans cette manifestation notamment des drapeaux fleurs de lys. Et il se trouve que j'entendais Laure Adler, qui est une éditorialiste sur l'émission C'est ce soir, qui disait que lors de cette manifestation, elle avait été insultée par des hémoristes de sales juives. Donc vous avez eu d'abord des incidents extrêmement forts avec l'extrême droite, qui est porteuse de haine aujourd'hui dans ce pays, qui a en quelque sorte été blanchie par les organisateurs et organisatrices de cette manifestation. Première chose. Deuxième chose, de par cette initiative, les initiateurs et ceux qui y participé ont rabougri la lutte contre l'antisémitisme. Et je veux rappeler ici très solennellement qu'il n'est pas possible de lutter contre n'importe quel racisme en propageant un autre racisme. C'est la base de ce que nous sommes. Et donc, nous avons eu raison de ne pas aller à la manifestation. Comme je le rappelle, la CGT a décidé de le faire et a refusé d'y participer.
comme le MRAP, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié avec les peuples, a refusé lui aussi de le faire, comme le mouvement des Juifs pour la paix, qui lui aussi a refusé de s'y rendre, et d'autres syndicats et mouvements qui ont refusé de participer à cette opération de blanchiment de l'extrême droite et en quelque sorte de la jonction entre la droite et l'extrême droite. Et c'est pourquoi je pense que la marche du 18 novembre, dont je vais vous reparler après, est une marche très importante qui s'inscrit dans plusieurs semaines de marche pour la paix. Nous avons encore marché samedi dernier. Il y avait beaucoup de monde samedi dernier. Et ces marches pour la paix sont le moment justement d'unité du peuple qui, autour des mots d'ordre cessez-le-feu, mais aussi refus du cadre de l'extrême droite autour du choc des civilisations, permet là aussi d'avoir un grand moment d'unité pour faire une pression populaire et faire en sorte que Macron et le concert des nations exigent enfin un cessez-le-feu de la part du gouvernement d'extrême droite israélien. Je le dis parce que ça donne de l'espoir et la manifestation de samedi, elle est décisive. J'espère qu'on va franchir un seuil parce qu'à beaucoup d'endroits, je vois que l'ensemble de l'intersyndical français appelle à participer à ces manifestations. Et samedi dernier, nous étions 60 000 personnes à Paris. Mais nous pouvons faire mieux. Quand vous voyez qu'à Londres, la semaine dernière, il y a eu 300 000 personnes à Paris. Quand vous voyez qu'aux États-Unis, qui est le pays qui est le plus aligné sur le gouvernement d'extrême droite israélien, vous avez le plus grand mouvement anti-guerre pour la paix depuis au moins 50 ans, c'est-à-dire depuis les années 70, alors ça aussi, ça donne beaucoup d'espoir. Quand vous voyez en Californie des militants essayer d'empêcher que des bateaux partent avec des missiles qui sont à destination d'Israël, eh bien cela montre que les peuples partout dans le monde sont en train de se mobiliser pour redire une chose, nous voulons la paix et nous voulons qu'on respecte les vies humaines, quelles qu'elles soient, partout où elles sont. Et je crois que ça, c'est un mouvement très profond qui est le seul à même de pouvoir changer des choses, en tout cas de pouvoir forcer les pouvoirs à agir d'urgence parce que le temps presse plus que jamais. Du coup, je vais revenir, avant de revenir à la position de Macron, sur la situation en ce moment à Gaza et en Cisjordanie. En Cisjordanie, continuent des meurtres de Palestiniens par des colons, avec encore 5 Palestiniens qui sont morts, qui ont été assassinés il y a 2 soirs de cela, et nous sommes à plus de 150 personnes qui ont été tuées par des colons. Ce qui fait dire, hier, à l'ancien ambassadeur de France en Israël, donc quelqu'un qui connaît bien la situation, ancien diplomate, qui dit dans la Commission des Affaires étrangères qu'en Cisjordanie se passe, et il pose ces termes, et il pense ces termes lorsqu'il le dit, se passe un nettoyage ethnique, et que c'est ce qui est en train de se passer. Eh bien, la France et la communauté internationale ont le devoir d'agir pour arrêter cela. De même, sur la situation à Gaza, nous avons dépassé le nombre de 11 000 personnes qui ont été tuées par l'armée israélienne. Et le pire, c'est que celles qui n'ont pas été tuées par les pluies de bombes qui hantent les nuits palestiniennes se retrouvent aujourd'hui dans des situations absolument dramatiques puisqu'elles se retrouvent confrontées à des maladies du fait du manque d'eau. Elles se retrouvent confrontées à des manques de nourriture. Le pain manque. Même le pain, elle se retrouve confrontée, et ça c'est le chargé de plaidoyer que nous avons vu hier sur l'agence onusienne qui est en charge des réfugiés palestiniens qui nous expliquait ça. Elle se retrouve en pénurie de carburant, et pour bien comprendre ce que crée la pénurie de carburant, lorsqu'il n'y a plus de carburant, vous ne pouvez plus désaliniser l'eau, donc vous ne pouvez plus avoir d'eau potable, c'est dramatique. Lorsqu'il n'y a plus de carburant, vous ne pouvez plus avoir, par exemple, de pain qui sont faits par les boulangeries, parce qu'ils ont besoin de carburant. Lorsqu'il n'y a plus de carburant, les hôpitaux doivent fermer. Et notamment, ça c'est Médecins sans frontières qui l'indique, dans l'hôpital principal de Gaza City, il y a 30 bébés qui sont des bébés prématurés dans des couveuses. D'ores et déjà, 2 de ces bébés sont morts parce que les couveuses se sont arrêtées, là aussi, par manque d'énergie, ce qui est dramatique, vous le comprenez bien. De même que lorsqu'il n'y a plus de carburant, il n'y a plus de carburant pour les véhicules de secours, les véhicules des humanitaires, etc. Et donc, ce chargé de plaidoyer de l'Agence des réfugiés palestiniens nous expliquait que, faute de carburant, ils allaient probablement, dans les 48 heures, devoir cesser leurs activités. Et ce qu'il nous expliquait, c'est que jamais auparavant, dans aucun conflit du monde, l'ONU n'avait dû cesser ses activités parce qu'il manquait de carburant et de quoi faire pour pouvoir agir. Il nous expliquait ainsi que
Depuis le 7 octobre, 963 camions sont rentrés dans Gaza en aide humanitaire. Ça fait 30 à peu près par jour en moyenne. C'était du 7 octobre au 13 novembre qui nous a donné les chiffres. Et il nous disait, mais pour vous rendre compte de la situation, nous sommes dans une situation dramatique qui est humanitaire à des niveaux rarement atteints dans l'histoire. Et il faut imaginer qu'avant le 7 octobre, qui n'était pas déjà une situation enviable, puisque vous le savez, ça fait 17 ans que Gaza est sous blocus. Avant le 7 octobre, il y avait 500 camions par jour qui rentraient à Gaza. Donc vous imaginez le différentiel entre une situation qui n'était pas enviable, où 500 camions rentraient par jour, et une situation qui est dramatique en termes humanitaires, et où il n'y a plus que 30 camions en moyenne qui rentrent par jour. Vous comprenez bien que, du coup, ce qui attend les Palestiniens, si ce n'est pas la mort par des bombes israéliennes, eh bien, c'est la mort par la soif, la mort par la faim, la mort par maladie et ou la mort pour ne pas pouvoir être soignés dans les nombreux hôpitaux qui ont fermé. Et je voulais juste vous faire un petit appel pour celles et ceux qui peuvent, parce que je sais que c'est compliqué, mais ils nous indiquaient qu'ils avaient fait un appel pour aider à financer à hauteur de 481 millions d'euros ce dont ils ont besoin pour faire face à la situation à Gaza, pour payer les salaires des employés, etc. Et qu'ils n'avaient récolté que 155 millions de la part des États, c'est-à-dire 3 fois moins. Et nous, en tout cas vous, je vous invite, et moi je vais le faire aussi, à faire circuler partout cet appel aux dons, parce que honnêtement, si les gens peuvent mettre 1 euro, 2 euros, 5 euros ou 10 euros, eh bien, ça aidera une agence qui fait un travail extraordinaire depuis longtemps et qui se trouve à payer pour un prix très élevé pour vouloir continuer d'aider les Palestiniens. Alors sur cette urgence-là, la position de la France d'Emmanuel Macron a évolué la semaine dernière. Nous nous sommes réjouis lorsque Emmanuel Macron, lors de la conférence humanitaire qu'il avait convoquée, il a prononcé enfin le mot cessez-le-feu. Ensuite, le lendemain, il a fait une interview à la BBC dans laquelle il a dit qu'il n'y avait aucune légitimité à bombarder des enfants, des femmes. Je rappelle que plus des 2 tiers des victimes à Gaza sont des femmes et des enfants. Donc, pour nous, c'était une bonne nouvelle, parce que la France retrouvait la voie de la paix qu'elle a portée depuis des années, avec lequel la position d'Emmanuel Macron avait rompu. Et donc, pour nous, c'était une bonne nouvelle que la France continue à porter fort, et nous voulions même qu'elle la porte plus fort, notamment en déposant une résolution comme membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, une résolution pour le cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Le problème, c'est que tout de suite, la machine médiatique s'est mise en route, ainsi que les personnalités et l'extrême droite dans ce pays s'est mise en route. Au point que, après qu'il ait dit ça, sur i24 News, vous avez des gens capables de vous expliquer que Macron vient de planter un couteau dans le dos de la communauté juive et qu'il frôle l'antisémitisme pour avoir dit cessez le feu et il n'est pas légitime de bombarder des enfants. Ça vous montre à quel point le débat politique et médiatique est devenu déraisonnable sur cette question. Et je le dis d'autant plus que, alors qu'on pointe les insoumis comme jamais sur des questions sur lesquelles nous serions antisémites et je ne sais quoi, je le dis d'autant plus que, soyez assurés qu'à chaque moment, nous lutterons, nous, antiracisme, contre l'antisémitisme et toute forme de racisme à tous les moments. Mais la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas intégrer que nous aurions fait des erreurs, que ça serait en quelque sorte notre responsabilité. La question sur l'infamie de pointer l'antisémitisme sur des gens, ils l'ont fait dans énormément de pays du monde, sur tous les leaders progressistes pratiquement, mais surtout, vous voyez bien que même Emmanuel Macron, lorsqu'il prend une position qui n'est en rien antisémite, qui est une position en faveur de la paix, eh bien là aussi, comme toutes les voix pour la paix dans ce pays en ce moment, se fait rattraper par l'officialité médiatique et par l'extrême droite. Donc il faut garder le cap. Et le cap, c'est quoi? C'est de travailler de toutes nos forces pour le cessez-le-feu. Et je le dis d'autant plus que, rendez-vous compte qu'après ça, il y a eu des appels au meurtre dans la manifestation de dimanche où la LDJ criait « Macron salaud, les Juifs auront ta peau ». Donc, il faut revenir à la raison sur ce qui est en train de se passer et garder le cap du cessez-le-feu. Le problème, c'est que, pression ou pas pression, je ne sais pas ce qui a provoqué ce revirement aussi subi, mais il se trouve qu'Emmanuel Macron a appelé le président d'Israël
et que, en tout cas dans ce que raconte le président d'Israël, qui n'a pas été nié par le président français, il a expliqué que finalement, il apportait son soutien sans équivoque à l'État d'Israël et qu'il reconnaissait son droit à l'autodéfense. Donc vous avez une avancée dans les positions d'Emmanuel Macron qui ont été rétropédalées 24 heures après. Donc j'implore Emmanuel Macron de revenir au courage de la paix. Et revenir au courage de la paix, c'est agir pour le cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Et je le dis juste, mais seul un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel permettra de sauver des milliers de vies, voire des dizaines de milliers de vies innocentes, et permettra aussi de libérer les otages israéliens encore dans les mains du Hamas. Donc vraiment, Emmanuel Macron doit retrouver la langue de la paix et le courage de la paix, parce qu'il est inacceptable qu'il change de position d'un pied à l'autre selon à qui il parle. Et sur cette officialité médiatique, il y a une séquence qui circule sur les réseaux sociaux, qui a été ressortie par les réseaux sociaux, où on retrouve Pascal Praud, présentateur, sur CNews, donc chaîne détenue par Bolloré, qui expliquait lui-même qu'il menait une guerre de civilisation à travers ses médias, qui date d'il y a quelques années, donc c'était même avant le 7 octobre et les crimes de guerre perpétrés par le Hamas, donc c'est encore pire, qui reprenait un des journalistes qui était autour de sa table en disant « Si tu pouvais ne pas défendre les Palestiniens à l'antenne, ce serait mieux ». Donc vous voyez bien à travers cet exemple-là l'officialité médiatique où toute parole qui ne va pas dans le sens d'un système est traquée et ensuite dénoncée. C'était un moment où il pensait qu'il n'était pas à l'antenne. En fait, de fait, il n'était pas à l'antenne, mais il restait tout de même enregistré en disant en plus aux journalistes « En plus, t'es juif, toi, donc tu peux pas dire ça ». Donc vraiment, cette séquence, je trouve, est révélatrice de ce qui est en train de se passer. Et je veux juste dire à toutes les personnes qui m'écoutent, gardez du sang-froid. Parce que dans l'histoire longue, la position que nous tenons est la seule position juste et la seule position humaniste. Et nous avons la même position que l'ONU. Nous avons la même position que beaucoup d'États dans le monde. Et je vais même vous dire, nous avons la même position que la majorité dans ce pays, parce que la majorité du pays n'a aucunement envie de voir des enfants se faire tuer par des bombes, de voir des enfants tremblants après des attaques, de voir des enfants qui voient leurs parents mourir, ou de voir des enfants qui deviennent orphelins parce que là aussi, leurs parents se sont fait assassiner dans cette guerre. Donc la majorité du pays est pour la paix, c'est le cap que nous devons garder, et j'ose espérer qu'enfin Emmanuel Macron va revenir à la raison. Ensuite, je voulais vous parler de la situation du pays parce que, à bas bruit, sans que les médias ne s'en occupent, mais la situation sociale dans le pays est absolument explosive. Nous avons eu un rapport du Secours catholique cette semaine qui montre que la pauvreté s'est encore aggravée. Je rappelle que le premier quinquennat d'Emmanuel Macron avait déjà poussé 400 000 personnes supplémentaires sous le seuil de pauvreté. Donc que la pauvreté s'aggrave encore et que les premières victimes de cette pauvreté sont les enfants et les femmes, et notamment les familles monoparentales, c'est-à-dire les mères isolées qui se retrouvent avec enfants. Ce n'est pas une surprise pour nous, mais ce n'est pas une fatalité. Nous sommes la 7e puissance économique au monde. Il est scandaleux que nous ayons autant de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Il est scandaleux qu'en 10 ans, le nombre de personnes vivant à la rue, le nombre de SDF, ait été multiplié par 2 et doublé en 10 ans. Il est scandaleux, en France, dans la 7e puissance économique au monde, qu'il y ait plus de 2800 enfants qui dorment à la rue, en augmentation de 42% par rapport au mois dernier, si je prends les chiffres d'octobre 2023. 700 de ces enfants ont moins de 3 ans et ils vivent à la rue, alors que nous avons 3 millions de logements de vacants dans ce pays. Il est scandaleux que le nombre de bénéficiaires à l'aide alimentaire ait été multiplié par 3 en 10 ans, et que la faim disloque le pays au point qu'un Français sur 6 dit ne pas manger à sa faim. Et souvent, on ne mange pas à sa faim pour justement faire en sorte que les enfants, eux, puissent continuer à manger à leur faim. Ça, c'est une des choses dans lesquelles, dans notre niche parlementaire, donc le seul jour où on choisit l'ordre du jour de l'Assemblée, le 30 novembre, c'est un des sujets sur lesquels on présentera plusieurs textes, notamment l'indexation des salaires sur l'inflation, pour que vos salaires suivent le cours de l'inflation et pas qu'on ait une baisse des salaires réels parce que l'inflation mange votre salaire en quelque sorte. Pour encadrer les marges, pour enfin qu'on attaque à la racine le problème de la vie chère, pour dire que la vie chère n'est pas une fatalité, notamment dans l'agroalimentaire, mais aussi pour la raffinerie et donc pour l'essence notamment.
Et puis, on aura d'autres mesures comme ça, et on continue de dire qu'il faut, 1, augmenter les salaires dans ce pays, 2, bloquer les prix, parce que c'est ça qui permet justement de faire en sorte que les gens respirent, augmenter les minima sociaux, donner une allocation d'autonomie pour la jeunesse de ce pays, etc. Bref, on peut faire tout autrement. Il suffit juste d'aller chercher l'argent dans les bonnes poches, et nous savons où aller la chercher. Alors ça m'amène à un autre sujet, c'est que vous avez peut-être vu, mais il y a eu le 17e 49.3 du gouvernement d'Elisabeth Borne et d'Emmanuel Macron. 17e 49.3 qui était un peu spécial parce que cette fois-ci, ce n'est pas Elisabeth Borne qui est venue au perchoir annoncer le 49.3, mais c'est M. Riester, donc ministre en charge des relations avec le Parlement. Donc en quelque sorte, elle a envoyé son page qui a lu pendant 30 secondes une feuille pour annoncer qu'il y avait un 49.3 et qui est parti. Alors je ne sais même pas si ça c'est constitutionnel, ça c'est la première question, mais il faut quand même comprendre sur quoi ils ont fait ce 49.3, ce 17e 49.3. Ils l'ont fait sur une projection, une programmation des dépenses publiques d'ici à 2027. Et dans cette programmation des dépenses publiques, ils annoncent qu'ils veulent faire, tenez-vous bien, 70 milliards d'euros d'économies sur le dos des Français d'ici à 2027. C'est-à-dire la pire trajectoire austéritaire que n'a jamais connue notre pays dans la Ve République. Donc, non seulement elle fait passer en force au Parlement pour la 17e fois par un 49.3, ce qui est d'un autoritarisme et qui est le monarque absolu Emmanuel Macron et Madame Borne qui se croient tout permis sur la représentation nationale et sur les choix du peuple, ça c'est la première chose, mais en plus de ça, elle ne daigne même plus venir elle-même et envoie un obscur ministre qu'on n'entend jamais pour expliquer que, en quelque sorte, les Français, par force, se mangeront une cure d'austérité de 70 milliards. Et d'autant plus que là, ils sont en train de s'attaquer aux droits des plus faibles. Et moi, je veux vous alerter sur le fait que ce qui se passe dans la loi immigration nous concerne toutes et tous. Parce que lorsqu'ils s'attaquent aux droits des migrants, eh bien derrière, c'est l'ensemble des droits du peuple auxquels ils s'attaquent. Je vais vous donner un exemple. Là, au Sénat, a été votée mardi la loi immigration, donc qui va arriver ensuite à l'Assemblée plutôt en décembre, qu'on va combattre pied à pied, vous pouvez compter sur nous là-dessus. Ils ont supprimé l'AME. Qu'est-ce que c'est l'AME? C'est l'aide médicale d'État pour les étrangers qui arrivent en France et qui est une politique de santé publique. Parce que vous comprenez bien qu'un microbe ou une épidémie ne fait aucunement attention de savoir si vous avez des papiers, pas de papiers ou je ne sais quoi. Donc c'est un enjeu de santé publique. Eh bien, ils n'ont rien trouvé de mieux que de le supprimer. Alors, je rappelle, l'aide médicale d'État, c'est 0,4% des dépenses de santé. Donc, ceux qui prennent beaucoup d'argent, les étrangers, etc., c'est absolument faux. Ensuite, on nous a expliqué que quand même les étrangers, les fraudeurs. Donc ça, c'est vraiment... on a entendu les pires préjugés xénophobes, les pires paroles racistes dans l'hémicycle du Sénat. Par exemple, un sénateur d'extrême droite a expliqué, lors de ces débats, qu'un veau né dans une écurie ne deviendra jamais un cheval. Vous voyez le genre de paroles absolument horribles qui ont été prononcées. Et donc, ils expliquent que ce sont des fraudeurs. Alors, il se trouve que les seuls chiffres qu'on a sur la fraude à l'aide médicale d'État datent de 2019 et qu'à ce moment-là, ils avaient trouvé 38 cas de fraude, ce qui représentait 500 000 euros, soit 0,06% de 0,4%. Donc, vous voyez... incroyable la fraude qui nécessite qu'on supprime quelque chose qui est là encore une politique de santé publique. Donc tout ça est absurde. Et vous avez eu une tribune salutaire de plus de 3000 médecins en début de semaine qui disent « Nous, comme médecins, si vous supprimez l'aide médicale d'État, nous désobéirons. Parce que il n'est pas possible pour nous, vu les serments qu'on a faits, de ne pas soigner une personne, d'abord parce que c'est inhumain, et ensuite de faire en sorte que des personnes... si elles ne sont pas soignées maintenant, se retrouvent dans un état encore plus grave, ce qui en plus, pour ceux qui aiment à ce point-là l'austérité, coûte encore plus cher, donc qui est absurde sur absolument tous les niveaux. De même, et moi je voudrais vous alerter là-dessus, ils ont décidé de supprimer les allocations familiales pour toutes les familles qui seraient présentes depuis moins de 5 ans en France. Les allocations familiales n'ont pas été faites pour les parents. Les allocations familiales sont faites pour que tous les enfants de ce pays aient un minimum de revenus dignes, via leurs parents, via leur famille évidemment, mais aient un minimum de revenus dignes qui permet la dignité de tous les enfants de ce pays. Donc, ce qu'ils sont en train de faire en faisant cela, c'est contrevenir à la Convention internationale des droits de l'enfant que la France a pourtant signée. Et ça, c'est inacceptable. Et je vais vous dire, nous nous battrons de toutes nos forces d'abord pour que cette loi ne passe pas,
et ensuite pour rétablir l'aide médicale d'État et pour rétablir notamment les allocations familiales. Je ne parle même pas des APL qu'ils veulent enlever aux étudiants étrangers. Bref, tout dans cette loi est absolument ignoble et nous la combattrons pied à pied parce que quand ils s'attaquent aux droits des plus faibles, eh bien c'est pour s'attaquer aux droits de toutes et tous. Et donc nous restons sur ce que nous disons. D'abord, la régularisation de tous les travailleurs sans papier, l'arrêt des politiques qui obligent des gens à fuir chez eux, notamment de libre-échange, de vente d'armes de partout, etc. Et un accueil digne pour toutes les personnes qui sont là pour que, notamment, la Méditerranée arrête d'être un des plus grands cimetières au monde. Enfin, je vais vous parler des bonnes nouvelles, parce que là, je vous ai parlé d'une situation française et internationale qui est pesante et intense sur beaucoup des aspects, mais il y a eu des bonnes nouvelles. Alors, première bonne nouvelle, je vous parle d'abord d'une bonne nouvelle à l'Assemblée, parce que je trouve ça important. Nous avons gagné en commission, il reste encore la séance le 28 novembre, mais nous avons gagné en commission un combat que William Martinet mène depuis longtemps en lien avec des associations, des journalistes, etc., qui est une commission d'enquête sur les crèches privées lucratives. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ont éclaté des scandales sur le fait que dans certaines crèches privées lucratives, puisque c'est la même chose que c'est le miroir du scandale qui s'est passé dans les EHPAD avec les personnes âgées. En fait, dans ces crèches privées lucratives, pour faire du profit, eh bien, par exemple, on ne donne qu'une seule couche par jour à des bébés. Il y a des bébés qui se sont retrouvés sans manger à leur faim à chaque instant. Il y a, etc., un taux d'encadrement qui n'est pas assez élevé pour pouvoir prendre soin des enfants. Bref, donc ils font du profit sur vraiment le soin minimum qu'on doit à un enfant, et notamment à un enfant jeune dans ce pays. Donc suite à ce scandale, William Martinet avait interpellé déjà plusieurs fois, et donc nous avons gagné que cette commission d'enquête, enfin ce qui crée la commission d'enquête, ça s'appelle une résolution, soit inscrite à l'ordre du jour. Et donc le 28 novembre, nous allons probablement gagner une commission d'enquête où ils seront tous obligés, ces patrons qui s'en mettent plein les poches, de lever la main droite en disant « je le jure », et s'ils disent un mensonge ou s'ils mentent, eh bien on pourra les poursuivre pour parjure. Donc je crois que ça c'est une belle victoire à saluer, dont le travail est encore à continuer. Deuxième victoire encore plus éclatante, si je puis dire comme ça, et qui nous a réjouis vendredi dernier, c'est l'annulation de la dissolution des soulèvements de la terre. Vous savez, Darmanin, qui s'en prend à toutes les libertés associatives, avait demandé la dissolution des soulèvements de la terre, suite notamment à ce qui s'était passé contre l'opposition aux méga-bassines qui pullulent un peu partout en France et contre lequel nous nous battons résolument, avait demandé la dissolution des soulèvements de la terre, alors qu'il a été prouvé que c'est le gouvernement français qui a mis en danger délibérément les manifestants, notamment en jetant 4000 grenades sur celles et ceux qui manifestaient à Sainte-Soline. Donc c'était la première fois, pour comprendre quand même le seuil d'autoritarisme qu'on avait franchi, c'était la première fois que la France souhaitait dissoudre un mouvement écologiste. On avait déjà eu en août une première bonne nouvelle puisque ça avait été suspendu par la justice. Et là, eh bien, il y a eu la décision qui est tombée par le Conseil constitutionnel qui a dit il n'est pas possible, il n'est pas proportionné de dissoudre les soulèvements de la terre. Et donc, nous pouvons continuer d'être les soulèvements de la terre, d'agir avec eux. Et ça, c'est une excellente nouvelle contre l'autoritarisme de Darmanin et de Macron. Et c'est un bel échec pour eux et une éclatante victoire pour nous. Donc ça, c'est une belle chose. Et de même, une chose qui est passée un peu plus inaperçue mais qui me tient énormément à cœur, c'est le tribunal administratif de Strasbourg qui a suspendu les travaux d'enfouissement de déchets ultimes. Je vais vous expliquer ce qu'on appelle le projet Stocamine. Donc ça se passe dans l'est de la France. Il y a quelques années de cela, ils ont été voir tous les élus en disant « bon, on a plein de déchets qu'on veut mettre sous terre, donc à 500 mètres sous terre ». On vous promet, c'est réversible, donc on pourra enlever les déchets comme on veut, mais voilà, on veut les mettre là, donc il y a eu une opposition, mais comme il y avait une promesse démocratique que on pouvait réenlever les déchets si on le souhaitait, ce projet s'est fait là. Il se trouve que on se retrouve dans une situation où, depuis plusieurs années, les ministres, les uns après les autres, expliquent que finalement, le projet n'est pas réversible et qu'il est impossible de retirer ces déchets. Dans ces déchets, vous avez de l'amiante, vous avez du cyanure, vous avez de l'arsenic et on ne sait pas quoi d'autre parce qu'on a perdu les données de ce qu'il y avait dedans. Donc on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Donc le gouvernement a finalement décidé de donner l'autorisation d'enfouir définitivement, donc de couler du béton dedans,
les 42 000 tonnes de déchets toxiques qu'il y a à Stocamine. Pour que tout le monde comprenne le problème, ce sont des déchets qui ont des durées de vie parfois de milliers, voire de dizaines de milliers d'années, et nous sommes sous la plus grande nappe phréatique d'Europe qui alimente 7 millions de personnes sur le continent européen. Donc nous, évidemment, nous sommes totalement opposés à ce que, en quelque sorte, on coule du béton, on oublie que ces déchets soient là et puis qu'on laisse ça avec une nappe phréatique qui, de manière assez évidente, va être polluée au cyanure, à l'arsenic, au mercure, etc. Et donc, nous demandons le déstockage complet de tous ces déchets-là. Eh bien, le tribunal administratif, c'est une première victoire, nous ne l'avons pas encore gagné totalement, mais on y mettra toutes nos forces. Le tribunal administratif a décidé de suspendre ces travaux définitifs et donc pour l'instant de les annuler. Donc il faut continuer la bataille dessus. Je veux vraiment dire bravo au collectif citoyen des Stocamines qui se bat en Alsace sur cette question et qui fait un travail absolument incroyable pour empêcher que ces déchets ultimes restent sous la plus grande nappe phréatique d'Europe. Une dernière chose avant de vous quitter pour cette semaine, bien loin de l'officialité médiatique qui décrédibilise toutes les voix de la paix, je vous conseille une vidéo que j'ai trouvée intéressante qui est sur la chaîne YouTube du Canard Réfractaire qui s'appelle « Palestine, on arrête comment la guerre ?» Et si vous remontez leur fil, vous allez trouver beaucoup d'informations sur le conflit, ses enjeux, ses implications. Et le Canard Réfractaire fait d'habitude un excellent travail sur l'actualité. Donc je vous invite à aller regarder leurs vidéos si vous voulez aller plus loin. Dernière chose, je vous rappelle qu'il est très important qu'on se retrouve le plus nombreux et nombreuses possible le 18 novembre pour marcher pour la paix. Donc allez voir autour de vous vos voisins, vos proches, vos amis pour les emmener. À Paris, c'est à 14h30 à République et partout dans le pays, il faut qu'on soit le plus nombreux possible pour exiger un cessez-le-feu. Et puis, si vous voulez suivre l'ensemble des panoramas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et je remercie déjà très chaleureusement les plus de 100 000 personnes qui se sont abonnées. Ça donne beaucoup de force. Merci à vous et à la semaine prochaine.